Bonsoir à tous, bienvenue au 19h. Voici les grands titres de l'actualité. Les relations maroco-américaines inaugurent un nouveau chapitre avec cette visite du secrétaire d'État adjoint en charge des questions du Proche-Orient, David Schenker. Du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord à Dakhla, David Schenker y a entrepris une intense activité diplomatique. Et la pluie booste le moral des agriculteurs dans la province de Meknès. La campagne agricole s'annonce sous de bons auspices, surtout pour la filière des arbres fruitiers. Cinéma, un court-métrage s'apprête à concourir pour le César 2021, mais aussi pour le prestigieux Oscar, qu'importe si les bêtes meurent de sa réalisatrice franco-marocaine Sofia Alaoui, avec qui nous ferons amplement connaissance en fin de journal. Nous commémorons demain le 77e anniversaire de la présentation du manifeste de l'indépendance. Sa Majesté le roi Mohamed VI a bien voulu à cette occasion accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume qui sont au nombre de 756. Ces personnes se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 493 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 17 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 475 détenus, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps ou au profit d'un seul détenu. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 263 personnes et se répartissent comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou sans reliquat au profit de 91 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 25 personnes, grâce sur la peine d'amende au profit de 138 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 9 personnes. Après la Youn, le secrétaire d'État adjoint en charge des questions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, David Schenker, est à Dakhla. Aujourd'hui, ce matin, il s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Des entretiens bilatéraux suivis d'une conférence de presse conjointe. Le responsable américain y a affirmé que les relations entre Rabat et Washington n'ont jamais été aussi fortes. Il a également salué le leadership royal. Les développements avec nos envoyés spéciaux Hafid Houari et Tman Tazi, et le commentaire est de Iman Ablou. C'est un moment clé dans les relations entre Rabat et Washington. La visite dans les provinces du Sud de David Schenker est la première du genre d'un haut responsable américain. Le sous-secrétaire d'État américain en charge des questions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord au département d'État se félicite de l'excellence des relations entre son pays et le Maroc, lesquelles n'ont jamais été aussi fortes. Je suis particulièrement heureux d'être là au Maroc, à Dakhla. J'ai discuté avec M. Bourita des axes prioritaires de notre coopération à la lumière des derniers développements au lendemain de l'annonce par le président Trump de la reconnaissance des États-Unis de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Je peux dire qu'il s'agit là de l'un des faits les plus marquants de nos relations bilatérales au cours de ces dernières années. L'année 2021 marque d'ailleurs les 200 ans depuis que les États-Unis ont ouvert leur première mission diplomatique au Maroc. Des relations anciennes et plus fortes que jamais. Les deux pays sont déterminés à approfondir et à renforcer leur partenariat. Le Maroc reste un partenaire clé pour la puissance mondiale numéro 1. Le Royaume est le seul pays d'Afrique avec lequel les États-Unis ont signé un accord de libre-échange. Il demeure aussi un allié de premier ordre dans de nombreuses questions à caractère régional et international. Le Maroc est un pays bien placé pour tirer plein profit de l'accord de libre-échange établi avec les États-Unis. Je tiens ici à saluer le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans la promotion d'un agenda de réforme audacieux et de grande envergure au cours des 2 dernières décennies. Les développements récents qu'ont connus les relations entre les États-Unis et le Royaume ont été rendus possibles grâce au leadership de Sa Majesté le roi. Nous nous félicitons également du soutien continu et précieux du souverain sur des questions d'intérêt commun telles que la paix au Moyen-Orient, la stabilité et le développement en Afrique, ainsi que la sécurité régionale.
Une étape importante dont la sécurisation du partenariat entre deux grandes nations a été franchie. Un potentiel clair pour un avenir encore meilleur. La coopération maroco-américaine est promise à évoluer davantage à un rythme sans précédent. Les relations entre le Maroc et les États-Unis vivent à présent au rythme d'une évolution sans précédent, conformément à la vision royale et en coordination avec l'administration américaine, avec celle du président Trump. Nos relations ont enregistré ces dernières années un développement très important. En témoignent les nombreuses visites de hauts responsables américains au Maroc. Nous entretenons des relations aussi vieilles que la nation américaine et ces relations n'ont cessé d'évoluer au fil du temps et au gré de défis, comme ce fut le cas du temps de la guerre froide. Nous œuvrons également de concert dans la lutte contre le terrorisme. Notre coopération est basée sur des constantes, une histoire commune, des intérêts communs, des valeurs en partage, une convergence de vues sur de nombreuses questions internationales. Lors de cette visite, David Schenker a rappelé l'évident et l'irréversible, la marocanité du Sahara. La reconnaissance historique des États-Unis de la souveraineté du royaume sur son territoire enterre les fantasmes des ennemis de notre intégrité territoriale et confirme une fois de plus la voie de la légitimité et de la légalité. Le secrétaire d'État adjoint en charge des questions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, David Schenker, accompagné de l'ambassadeur des États-Unis au Maroc, David Fischer, et du ministre marocain des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, ont visité les locaux du futur consulat général des États-Unis d'Amérique à Dakhla, mais aussi les différentes dépendances de cette future représentation diplomatique en compagnie d'une délégation américaine de haut niveau. Retour à nos envoyés spéciaux, Hafid Houari et Tmantazi avec Mariam El-Missi. David Schenker visite les locaux du futur consulat général de son pays à Dakhla. À la tête d'une délégation de haut niveau, le secrétaire d'État adjoint américain en charge des questions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord effectue une tournée à travers les différentes dépendances de cette future représentation diplomatique. Le mois dernier, le président Trump a reconnu l'inévitable et a déclaré l'évidence. Le Sahara est marocain et le Maroc dispose de l'unique solution juste et durable pour résoudre ce conflit régional. Nous sommes ici aujourd'hui pour faire de la proclamation du président Trump une réalité, en élargissant considérablement la présence du gouvernement américain dans les provinces du Sud. Je remercie sincèrement Sa Majesté le roi Mohammed VI, dont le ferme dévouement à l'amitié américano-marocaine était essentiel pour rendre cette visite possible. Le gouvernement américain a déjà franchi une étape dans l'établissement d'une antenne diplomatique à Dakhla. En ouvrant un consulat virtuel avec une présence en ligne, ce n'était que la première étape. Prochaine étape, l'ouverture imminente du nouveau consulat à Dakhla. Un engagement américain en faveur d'un avenir prospère des habitants des provinces du Sud. La future représentation diplomatique drainera les investissements américains et contribuera à l'essor économique et social déjà entamé dans la région. L'ouverture de ce consulat traduit la reconnaissance américaine claire de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Elle traduit également la volonté des États-Unis de hisser à un niveau supérieur les relations commerciales et économiques avec le Royaume, en plus de la construction prévue d'un nouveau consulat à Casablanca. Un peu plus loin de la Perle du Sud, c'est à Casablanca que les États-Unis ont choisi d'installer un nouveau consulat. Des investissements conséquents sont débloqués à cet effet, à la hauteur de la grandeur de la métropole. De fortes averses orageuses et de fortes ravales de vent demain, lundi, annonce la direction de la météorologie nationale. Sur l'Atlas, le Rif, le Sud-Est, l'Oriental et l'Intérieur, le temps sera froid avec des précipitations de gelée ou verglas. Temps nuageux et pluvieux par endroits sur le nord, le centre, les reliefs et la Méditerranée. Des chutes de neige sont également prévues sur le haut et le moyen Atlas, le Rif, Ouelmès et les hauts plateaux orientaux à partir de 1000 mètres. Le mercure chute à moins 6 degrés à l'Atlas, à moins 2 au Rif, l'Oriental, le Sud-Est, le Saïs, les plateaux de phosphate et le Ouelmès. Quant aux précipitations, elles ont atteint des niveaux importants. Presque l'ensemble du territoire national a été et continue d'être généreusement arrosé. Il pleut plus des cordes, 39 mm à Mohammedia, 35 mm à Chefchaouen, 32 à Rabat,
32 à Rabat et Salé, 28 à Ben Slimane, 23 à Rabat-Ville, Knetra et Stad, 19 à Tiznit, Sidi Slimane et Ifren aussi, 17 à Kazanfa, 16 à Titmlil, 15 à Tétouane et Khribga, 12 à Meknes et aussi à Taza, 9 à Tanger, 4 à Fès, 3 à Marrakech et Guilmim et moins d'1 millimètre à Oujda et aussi à Midlit. Et il a fortement neigé sur les massifs montagneux du Moyen Atlas, des chutes de neige accompagnées de baisses de température. Chaque année, en cette période, des pics sont enregistrés. L'impact sur les réseaux routiers est important. Plusieurs axes sont paralysés et peuvent s'avérer très dangereux pour les usagers de la route. Dans la province d'Ifren, c'est un reportage d'Ahmed Fadeli et d'Zakaria Moukenbillah. Sur la route nationale reliant Azro à Timhdit, on s'active à dégager la voie à des automobilistes bloqués par la neige et le verglas. Impraticable, la voie est vite fermée aux usagers de la route. Ces conducteurs ne pourront pas continuer leur chemin. Ils sont ramenés à Azro dans l'attente de l'amélioration des conditions climatiques. Je fais souvent le trajet Meknes-Al-Nif. Au temps de neige, nous nous arrêtons à la barrière installée au niveau d'Azro. En ces circonstances, le tronçon entre Azro et Eitoufla est un point noir pour la circulation. Les vents sont très forts tout au long du tronçon reliant Azro à Timhdit, sur une distance de 25 km. Sur la route, la vue devient très faible. Même quand les chutes de neige s'arrêtent, le vent réachemine la neige accumulée sur les bords vers la route, sous forme de verglas. Nous sommes alors obligés de bloquer la route. Idem dans certaines localités de la province de Midelt. Des moyens importants sont mis à contribution pour déblayer les routes situées en zone montagneuse. Ici, au niveau de la commune d'Eitoufla, les opérations de déneigement se poursuivent depuis un bon bout de temps. Les conducteurs bloqués doivent patienter avant de pouvoir reprendre la route. Le ministère de tutelle a programmé plusieurs projets pour réaménager la route nationale d'une valeur de 270 millions de dirhams. Plusieurs tronçons sont programmés. D'importantes chutes de neige intéressent les provinces d'Ifren et de Midelt ces derniers jours. Entre 20 et 30 cm enregistrés en 24 heures à partir de 1200 mètres. En ces circonstances, plusieurs axes routiers sont paralysés par la neige et le verglas. La vigilance est de rigueur. Et pas très loin d'Ifren, la province de Meknes a été tout aussi gratifiée d'importantes précipitations. Des pluies bienfaitrices qui boostent le moral des agriculteurs après un léger retard inquiétant en début de saison. La campagne agricole s'annonce donc sous de très bons auspices, surtout pour la filière des arbres fruitiers. Brahim El-Ghouti et Nisreen Ansdar. Avez-vous déjà entendu parler d'arbres qui se reposent? Encore mieux, d'arbres qui dorment. Eh bien, c'est le cas pour ces pommiers et ces cerisiers, immobiles, sombres et décharnés, sous un ciel généreux et des températures de plus en plus basses. Une météo ultra favorable, un timing parfait pour une bonne récolte, estiment les arboriculteurs de la région. Les premiers jours de ce mois de janvier ont été marqués par des records journaliers de précipitations. Le pic quotidien a jusqu'ici dépassé les 160 mm. Le mercure descend parfois jusqu'à moins 6 degrés, ce qui est formidable. Ces professionnels de la terre connaissent les particularités et l'évolution physiologique de chaque arbre. Une bonne connaissance qui leur permet de les élaguer et de les traiter au meilleur moment. Nous avons réalisé les travaux de désherbage et du traitement phytosanitaire. Le temps qu'il fait actuellement joue pleinement en notre faveur. La fin de cette période d'hibernation sera certainement couronnée par une bonne récolte. Il y a de quoi être optimiste. La période de l'arrêt de végétation a commencé par les chutes de feuilles. Les racines pousseront ensuite, les bourgeons vont se gonfler et les réserves vont migrer. L'éclosion se fera quant à elle à la fin de la saison hivernale et elle promet dans la province de Meknes où l'arboriculture s'étale sur 7000 hectares.
Covid-19, les chiffres de ces dernières 24 heures, 895 nouveaux cas recensés, 34 décès et 1355 nouvelles rémissions. Le nombre des cas actifs s'élève à 19 893 au moment où celui des cas graves ou critiques grimpe à 1054. 66 nouveaux cas de plus en 24 heures, 63 sont sous intubation et 512 autres sont sous ventilation non invasive. Et si au Maroc, les chiffres de contamination sont en baisse, ce n'est pas le cas de nombreux pays européens où la situation est hors de contrôle en raison du virus mutant. Les chiffres de contamination et ceux des décès repartent en flèche. En Grande-Bretagne, le nouveau variant confirme son fort potentiel contagieux avec 60 000 contaminations et plus de 1000 décès en 24 heures. Le risque d'asphyxie des hôpitaux pointe, notamment à Londres. La capitale anglaise a été placée en incident majeur, une sorte d'état d'urgence. À travers la planète, les pays serrent la vis à coups de gros confinement et couvre-feu. C'est le cas en Allemagne, en Suède, au Canada et en Australie, où de nouvelles mesures restrictives sont à nouveau de mise. Le journaliste et écrivain Mohamed El Chehab a rendu l'âme ce matin des suites d'une maladie chronique à l'âge de 72 ans. Ce fervent patriote spécialiste des relations maroco-algériennes aura marqué d'une empreinte indélébile la sphère politique et journalistique nationale. Celui qui n'a jamais eu de cesse de défendre avec ferveur et engouement la cause nationale sur tous les fronts médiatiques internationaux et notamment sur les plateaux télévisés, compte à son actif un parcours professionnel très riche. Ses premières armes, c'est au quotidien L'Alam qui les a affûtées avant de rejoindre le journal Al-Mithaq Al-Watani en tant que rédacteur en chef puis directeur du journal Le Message de la Nation et de la revue Le Libéral. En 1981, Mohamed El Chehab édite un livre sur la question du Sahara intitulé Le Maroc, l'Algérie et le référendum, suivi d'un autre également à caractère politique, L'élu de Dieu. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Elle est assurément l'une des cinéastes marocaines en devenir qu'il faut désormais suivre. Elle s'appelle Sofia Alaoui. Son tout dernier court-métrage a obtenu le Grand Prix au prestigieux Festival Sundance qui récompense des œuvres dites indépendantes. Qu'importe si les bêtes meurent a été tourné à Émile Schill avec exclusivement des acteurs non professionnels. Entre fiction onirique et documentaire, le film devrait concourir pour le César 2021. Il est également pressenti pour représenter le Maroc au prestigieux Oscar. Iman Slaoui, Asma Tiazi et Dominique Orlando. Tout comme le personnage principal de son court-métrage intitulé « Qu'importe si les bêtes meurent », chez Sofia Alaoui, tout est d'abord question de fluidité et de mouvement, un petit peu beaucoup comme celui de la vie au quotidien, qui permet toujours d'atteindre de nouveaux rivages, fussent-ils insoupçonnables. Oui, bien sûr. En fait, ce qui est plutôt bien, c'est que c'est un film qui a été fait vraiment il y a 1 an et demi. Moi, je me suis battue pour le faire. On l'a fait avec des acteurs non professionnels à Émile Schill, qui est un petit village du Moyen Atlas. Donc partir de cette aventure où c'est vraiment une petite aventure très, très locale et finalement arriver à ce niveau-là et qui est un niveau quand même assez élevé dans le cinéma international, c'est une fierté, je pense, pour toute l'équipe et puis pour le Maroc évidemment. Longtemps passionnée par le documentaire, petit à petit, la jeune femme s'est essayée à la fiction. C'est le cas dans ce court-métrage tourné sur les hauteurs des montagnes de l'Atlas à mi-chemin du rêve, mais aussi de l'inexplicable. Peu à peu, on se trouve, on se cherche en tant que réalisatrice. Quel est notre style, quel genre de film on a envie de faire. Donc là, j'ai l'impression que c'est celui qui me ressemble le plus après toutes ces années de travail. Véritable cinéphile avant d'être elle-même cinéaste, Sofia Alaoui ne s'imagine pas autrement que derrière une caméra. Alors le cinéma, c'est une nécessité pour moi et je pense que le cinéma m'a permis de m'émanciper, de me questionner. C'est de développer de l'empathie avec des personnages. Et pourquoi j'ai envie de faire du cinéma, c'est que j'ai envie de questionner à la fois ma société, l'humain, de manière à toucher les gens. Je trouve que c'est un vecteur, le cinéma, qui permet de toucher le maximum de gens dans l'intimité la plus profonde et c'est ça qui est extraordinaire. À 29 ans, la jeune réalisatrice déjà sur l'écriture de son tout premier long métrage,
un tout autre format pour une même idée de langage universel. Et voilà, c'était le club de fin de cette édition. Dans quelques instants, votre émission sportive, la Alam Riyadi, présentée par Mohamed Nouri. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.